Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Récemment, on m'a envoyé ça par mail. Il s'agit d'un récapitulatif du nombre de lits fermés dans les hôpitaux depuis la présidence de Sarkozy jusqu'à aujourd'hui, avec une mise en exergue. 95 hôpitaux publics auraient purement et simplement fermé entre 2013 et 2017, et en 15 ans, ce sont plus de 68 000 lits d'hôpital qui auraient subi le même sort. J'étais bien emmerdé. C'était juste une image, comme ça, sans source, sans un début d'indice sur qui avait bien pu faire ce décompte. Normalement, un truc comme ça fait clignoter tout un tas de lumières rouges dans ma tête. Fais bien attention à ce que t'es en train de regarder, mon garçon, parce que ces chiffres n'ont pas l'air très sérieux. Et pourtant, ils m'ont paru crédibles. Avec tout ce qu'on a pu entendre dans les médias depuis bien avant le Covid, sur le manque de moyens de l'hôpital public, je me suis dit que ces chiffres n'avaient pas l'air déconnants. On les avait bien vus, les manifs des personnels soignants. On avait suivi, année après année, les discussions sur les économies, soi-disant nécessaires, à l'hôpital public. On avait été inondés par les histoires de trous de la sécu, de tickets modérateurs, d'ONDAM, T2A, PPP, PLFSS, autant de sigles dont on ne sait pas trop ce qu'ils veulent dire, mais dont on se doute bien qu'ils n'augurent rien de bon. On entendait régulièrement à la télé, à la radio, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des personnes qui nous soignent, venir alerter sur l'état déplorable de l'hôpital public et sur sa maladie chronique à lui, le manque de moyens, humains, financiers, matériels. Et puis un virus est survenu, et on a dû tout mettre de côté pour traiter l'urgence. Les soignants n'avaient plus le temps d'alerter, de revendiquer, de manifester, il fallait soigner les gens. Il fallait faire le job, malgré le manque de moyens. Ils étaient habitués à travailler dans des conditions difficiles, mais là c'était pire. Et du coup, ce qu'on pouvait faire, nous, à la rigueur, confinés qu'on était, c'était les applaudir à 20h à nos fenêtres. Le Covid aura toutefois permis de diffuser beaucoup plus largement les alertes quant à l'état du système hospitalier dans notre pays. Ça faisait longtemps que l'hôpital était nu, mais si auparavant on pouvait faire semblant de ne pas le voir, à partir de 2020, sa nudité était exposée. Cette nudité nous fragilisait tous. Il allait bien falloir faire quelque chose, après les applaudissements. Alors je me suis dit qu'il fallait que j'aille vérifier ces chiffres des fermetures de lits et fermetures d'hôpitaux. Ce serait l'occasion de faire un tour d'horizon sur l'état de l'hôpital public français, sur l'état des infrastructures, des lits, des personnels, des budgets. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous vous doutez que ça va pas être glorieux. On va quand même aller détailler ça. Alors parlons chiffres. J'ai retrouvé la trace du petit tract que j'avais reçu sur le site de Mediapart. Ah! Sur la partie blog du site. Ah merde! On se rend compte que ces chiffres, qui paraissaient gros comme ça, sont en fait assez bien documentés par des sources, tout ce qu'il y a de plus officiel. Je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes de différentes sources de données, des observatoires, des enquêtes faites par l'INSEE ou des instituts de recherche. Ou des ministères, notamment le ministère de l'Intérieur. Aujourd'hui, on va aller voir un autre service statistique d'un autre ministère, celui de la Santé et des Affaires sociales. Ce service s'appelle la DRES. Si vous voulez des infos sur ce que fait le ministère de la Santé, sur les hôpitaux, les personnels soignants, bref, sur le système de santé, une seule adresse, c'est la DRES. La DRES publie chaque année un grand document qui reprend les informations essentielles sur l'état des établissements de santé, publics comme privés d'ailleurs. Vous pourrez retrouver tous ces documents en description. Si on va voir l'édition 2019, qui porte sur des données de 2013 à 2017, on peut avoir accès aux chiffres sur les fermetures d'établissements hospitaliers. C'est même le tout premier tableau du document. Si en 2013, il y avait 3192 établissements hospitaliers dans le pays, en 2017, il n'en restait plus que 3046, soit 146 établissements en moins, une diminution de 4,6%. Pour les seuls hôpitaux publics, c'est 94 établissements en moins, passant de 1458 à 1364, soit une baisse de 6,5%. À un près, le petit tract sur le blog de Mediapart, et il était bon. Je le répète, ce sont des chiffres qui viennent directement du ministère de la Santé, et pas des chiffres inventés par des opposants politiques. À côté de cette chute du nombre d'établissements, on a aussi eu de nombreuses fermetures de services, par exemple la chirurgie, mais surtout les maternités, notamment les petites maternités en milieu rural. En 40 ans, les 2/3 des maternités françaises ont fermé. Ça avait donné lieu à des mouvements de défense de ces services publics essentiels un peu partout. On se souvient par exemple des mouvements qui avaient lieu ces dernières années, à Bernay dans l'Eure en 2019, au Blanc dans l'Indre en 2018, à Die dans la Drôme en 2017, à Paimpol dans les Côtes-d'Armor en 2003, ou encore à Vierzon, Orthez, Altkirch, Dinan, Creil, Saint-Claude et tant d'autres. Un géographe, Emmanuel Vigneron, a dressé une carte de France de la dégradation des conditions d'accès aux maternités, et le résultat est éloquent. En rouge, vous voyez là tous les endroits où la situation s'est dégradée. Il faut plus de temps qu'avant pour accéder à une maternité. Le lien pour retrouver la carte, bien sûr, en description.
Pour aller vérifier le chiffre du nombre de lits fermés cette fois, on trouve l'info un peu plus bas sur la page, et là on constate même que le tract sous-estime le nombre de fermetures, puisque selon le ministère lui-même, ce ne sont pas 68 000 lits qui ont été fermés en 15 ans, mais plutôt 73 000. Cependant, il ne faut pas compter que les lits fermés, parce qu'il y a aussi eu des places qui ont été créées. Et ces places, en 15 ans, il y en a eu 28 000 de plus. Donc, des lits fermés, mais des places créées. Vous n'y comprenez rien ? La notion est complexe, mon oncle. C'est ce qu'on appelle un lit à l'hôpital. C'est un lit d'hospitalisation complète. L'hospitalisation complète, c'est quand vous faites un séjour de plus d'une journée à l'hôpital. Vous y passez la nuit. Vous vous faites opérer, on vous garde pour la nuit en observation, ou encore après un accouchement, généralement on vous garde un peu, le temps de vous remettre, ou encore vous avez besoin d'un lit de réa, parce que ça va vraiment pas. Ce qu'on appelle une place, c'est une place d'hospitalisation partielle. C'est-à-dire quand vous restez moins d'une journée à l'hôpital. Vous vous faites opérer le matin, et hop, vous êtes sorti en fin d'après-midi. On appelle ça aussi la médecine ambulatoire, ou la chirurgie ambulatoire, ou l'hôpital de jour. Alors reprenons. Si en 15 ans, en France, ce sont 73 000 lits d'hospitalisation complète qui ont été supprimés. En revanche, ce sont 28 000 places d'hospitalisation partielle qui ont été créées. Là, normalement, vous avez envie de faire un petit calcul, et vous vous apercevez que moins 73 000 plus 28 000, ça le fait toujours pas et qu'il en manque. Bah oui, il en manque. Cependant, il faut pas raisonner comme ça, selon à peu près tout le monde. Déjà, il n'y a pas que des pertes sèches de lits d'hospitalisation complète. En réalité, certains lits dits de long séjour ont été transférés à des EHPAD. C'est donc pas tant qu'ils ont été supprimés, mais plutôt qu'ils ont été sortis, entre guillemets, de l'hôpital. 50 000 lits ont été transférés de cette manière en 15 ans, d'après l'adresse. N'empêche, il manque quand même des lits. 73 000 lits fermés en 15 ans. Il en manque. En réalité, une place n'est pas égale à un lit. Les capacités actuelles de chirurgie, de médecine ambulatoire permettent de traiter plus rapidement les patients. Et à l'endroit où on avait un lit auparavant, on peut traiter plusieurs patients en ambulatoire. La baisse du nombre de lits semble donc être la résultante des progrès techniques et des progrès médicaux, et de ce qu'on a appelé le virage ambulatoire, c'est-à-dire le fait de privilégier les interventions médicales sans passer la nuit à l'hôpital. C'est très beau tout ça, mais en cas de pépin, par exemple un virus qui coucherait beaucoup de monde en même temps et qui nécessiterait des soins sur la durée, ou encore, tout bêtement, un truc beaucoup moins prévisible, le vieillissement de la population, en fait on se retrouve dans la panade. Écoutons Jean-Paul Ségade, ancien directeur de l'AP-HM, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, et actuel président du CRAPS, un think tank qui réfléchit sur les thématiques de la protection sociale. Le débat, c'est pas de savoir s'il faut des lits, le débat est de savoir c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et le grand débat en France, et qui est un débat constant, qui sera permanent après la pandémie, c'est le vieillissement de la population. On prend en charge plus facilement en hôpital de jour des gens de 30 ans, 40 ans, que des gens de 75, 80, 90 ans. Et effectivement, on peut se demander dans quelle mesure cette stratégie de privilégier les séjours courts pourra tenir dans l'avenir, quand on sait que la population française est vieillissante. 20% de la population française a plus de 65 ans aujourd'hui, et dans 50 ans, selon l'INSEE, ce serait 30%. Avec l'âge, les problèmes de santé sont plus compliqués à prendre en charge. C'est pas un jugement anti-vieux, on vieillira tous, vous faites pas d'illusions. Et on se remet moins bien des interventions chirurgicales passé un certain âge. Ce virage ambulatoire, il a donc été pris dans une double optique. Celle de profiter des évolutions technologiques pour mieux traiter les patients, et les traiter plus vite, mais aussi dans l'optique de faire des économies. Et là, l'hôpital public se retrouvait entre des tirs croisés qui venaient de toutes parts. Il est difficile de définir précisément quelle est l'origine des difficultés de l'hôpital public, de mettre le doigt sur la réforme, la cause première. Les difficultés de l'hôpital proviennent en fait d'un ensemble de mesures et de l'avancée rampante d'une idéologie, l'idéologie capitaliste, dans la gestion des services publics. On a tendance à voir dans les mouvements de grève de 1995 une belle page de l'histoire du mouvement social. Et c'est vrai. C'est vrai, sauf pour l'hôpital. Si les manifs et la mobilisation ont bien permis de repousser la réforme des retraites et des régimes spéciaux voulus par Alain Juppé à l'époque, en revanche, on oublie que Alain Juppé n'a rien lâché sur un autre volet de sa réforme, le financement de la sécurité sociale. À partir de 1996, ce financement sera dorénavant voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce qu'on appelle le Parlement, avec un objectif maximal de progression des dépenses de l'assurance maladie. C'est un point de rupture important dans l'histoire de la protection sociale. En effet, depuis la mise en place de la Sécu, en 1945, son financement était assis sur la cotisation sociale des employeurs et des salariés, et elle était gérée paritairement par les employeurs et les salariés, ce qu'on appelle aujourd'hui les partenaires sociaux. Et l'État n'avait en fait pas grand-chose à voir là-dedans. Ça appartenait au monde du travail, et à l'époque ça voulait surtout dire aux travailleurs eux-mêmes.
À partir de 95, c'est l'État qui fixe les règles du jeu, qui vient s'immiscer dans la gestion de l'argent des cotises, qui n'est pas le sien, et qui va en profiter pour créer un nouvel impôt, la CRDS, qui existe encore aujourd'hui. Cette reprise en main de la Sécu par l'État, c'est ce qui a donné naissance à l'ONDAM en 1997. L'ONDAM, c'est l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Et c'est plafonné à environ 200 milliards d'euros par an. Ça signifie que les députés et les sénateurs estiment qu'il faut environ 200 milliards d'euros chaque année pour pouvoir aux dépenses de santé. C'est 10% du PIB à peu près. C'est une estimation volontairement basse, puisque le but est de réaliser des économies sur tout, et les dépenses de santé ne dérogent pas à la règle. Et l'ONDAM, c'est la naissance d'une nouvelle façon de voir l'activité d'un hôpital. Il faut maîtriser les dépenses, optimiser les coûts, rationaliser la gestion du personnel, bref, d'un service public, on passe à une gestion d'entreprise, tout ce qui est de plus classique. Toutefois, l'ONDAM est en pratique souvent dépassée, sans qu'il n'y ait de conséquences. Salomé Saké, pour Le Vent se lève, résume tout ça très bien dans une vidéo dont je vous propose de voir un extrait. Le lien est dans la description de toute façon. Ce chiffre est défini chaque année par le Parlement lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale. Concrètement, c'est un objectif de dépense de la caisse d'assurance maladie qui définit donc grosso modo le montant et la répartition du budget de santé. Évidemment, il peut être dépassé. Une fois qu'il est atteint, on ne va pas suspendre les remboursements et arrêter de soigner les gens. On le voit sur ce graphique, l'ONDAM est en diminution depuis plusieurs années. S'il a parfois été largement dépassé, depuis 2010, il ne l'est plus. Depuis 10 ans, fait inédit, les dépenses réalisées ont même été souvent inférieures à cet objectif. Pour 2020, la loi votée par le gouvernement prévoyait une hausse du financement plus faible que l'année précédente. Pourquoi ? Pour réduire les dépenses publiques, encore et toujours, afin de répondre aux objectifs politiques du gouvernement de Macron dans la continuité des gouvernements précédents. Si on rentre un peu plus dans les détails, on peut voir que l'ONDAM comporte une liste de sous-objectifs qui ont chacun des montants votés par le Parlement donc. Ils sont particulièrement importants parce qu'ils reflètent les choix politiques des gouvernements. L'exemple de cette année est frappant. En 2020, malgré les mouvements dénonçant une crise à l'hôpital public, le montant prévu pour l'hôpital de 2020 était en baisse par rapport à 2019. Je fais une petite précision là. Avec la crise du Covid, le Parlement a bien été obligé au final de revenir sur cet objectif de dépense. Et pour 2020 et 2021, ça a été remonté à 220 milliards d'euros à peu près. Excuse-moi de t'avoir coupé. Ces dépenses sont plus faibles que celles qui seraient nécessaires pour répondre aux besoins réels. Selon les termes mêmes du gouvernement, pour maintenir un objectif de croissance plus faible, il est nécessaire de réduire les dépenses de santé, ce qui implique 4,2 milliards d'euros d'économies pour 2020. Le gouvernement a donc décidé en 2019, à la veille de la pandémie, en pleine crise hospitalière, de réduire le budget de la santé de 4,2 milliards d'euros. Ça, c'est pour les dépenses. Mais une entreprise, ça a aussi une rémunération. Il n'y a pas que de l'argent qui sort, il doit aussi y avoir de l'argent qui rentre. Puisque l'objectif est de gérer les hôpitaux comme de vulgaires boîtes privées, il a fallu penser à un système de rémunération des établissements hospitaliers. Bah oui, dans la droite ligne de la logique managériale capitaliste, on n'allait pas bêtement leur donner une subvention de fonctionnement, une enveloppe annuelle avec le budget dont ils ont besoin, non. On va les rémunérer à l'activité, en priorité, pour 70% du budget à peu près. Et leur donner quelques sous en plus si ça ne suffit pas et si c'est demandé gentiment, sous forme de subvention, pour 30% donc. En 2005, on franchit ainsi une seconde étape dans la casse de l'hôpital public. C'est la tarification à l'acte, la T2A, instaurée par le ministère de la Santé, Jean-François Mattei, c'est lui. Là encore, Salomé Saké résume bien le fonctionnement de la T2A. Alors, la T2A, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à définir un prix à chacun des actes médicaux et donc de rémunérer l'hôpital en fonction de son activité, comme une entreprise. Pour cela, les malades sont classés dans des groupes homogènes de séjour, auxquels correspondent des niveaux de rémunération par type d'acte. Un patient est plus ou moins rentable en fonction du temps et de l'argent qu'on va passer à le guérir. Un patient guéri très vite, par exemple, après une opération, est rentable, alors qu'un patient en réanimation ou sous assistance respiratoire coûte cher et on n'est même pas sûr qu'il soit rétabli à la fin. Il est donc peu rentable. Vous voyez le lien entre cette tarification à l'acte, qui dit que les malades qui restent longtemps à l'hôpital sont peu rentables, et les fermetures de lits d'hospitalisation complètes, les fermetures de lits de réa, de maternité, qui sont censés accueillir ces mêmes malades dits peu rentables. Parce que c'est le cœur du sujet des fermetures de lits. Le fait qu'on ferme des lits pour ouvrir des places, c'est en grande partie lié au mode de financement complètement intenable que les gouvernements successifs ont imposé à l'hôpital. Mais c'est pas tout, car ce mode de financement a plusieurs effets pervers. Premièrement, la sélection des patients les plus rentables, qui va les forcer à privilégier les actes qui seront les mieux rémunérés, et donc, quand il faut fermer des lits,
on va les fermer dans les services et les spécialités qui rapportent entre guillemets le moins dans la grille de rémunération. Deuxièmement, ça conduit les hôpitaux à appliquer pour chaque acte le tarif le plus élevé possible, pour maximiser leur rémunération, puisque sans ça, ils ne peuvent pas fonctionner. Et donc, je vous le donne en mille, ça a conduit en réalité à augmenter les dépenses hospitalières, alors même qu'à la base, ça avait été conçu pour les réduire. Pour contrer ça, l'État a eu une idée brillante. Puisqu'on trouve que la tarification à l'acte, c'est quand même une bonne chose, mais que ça incite les établissements à surfacturer en quelque sorte, eh bien, banco. On n'a qu'à diminuer les tarifs des actes. Les hôpitaux auront beau prendre des tarifs les plus élevés, si on baisse tous les tarifs, ils seront bien couillonnés. Alors, brillante idée, sauf qu'elle a une grosse faille. Vous savez certainement comme moi que, rentable ou pas, si vous avez un problème, l'hôpital public en France vous soignera. Donc, l'hôpital ne refuse pas, en fait, les patients peu rentables. Il n'en a pas le droit, c'est un service public, il les soigne, ces patients. Et ça vient creuser son budget. Alors, quand les ozos du gouvernement se sont pointés en disant « on vous rémunérera moins dans le cadre de la T2A », eh bien, ça aussi, ça a creusé les budgets. Et donc, les hôpitaux se sont retrouvés en déficit. C'est pas magique, hein. C'est pas dû à de la mauvaise gestion, c'est dû uniquement au fait qu'on a essayé de décalquer le mode de gestion d'entreprise capitaliste sur le service public de santé. Et que faire ça, c'est totalement absurde. Il y a des petits coups en traître aussi. Vous vous souvenez des quelques mesures que Macron avait été obligé de lâcher après l'épisode des Gilets jaunes ? Eh ben, comme l'assurance maladie était presque revenue à l'équilibre à cette époque, c'est sur elle qu'il a fait porter le poids de ces mesures. Et le déficit s'est recreusé. Mais pas tout seul, c'était un choix politique. Le déficit des hôpitaux, on peut aussi le suivre d'ailleurs sur le document de l'adresse. Voilà ce que ça donne. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ce déficit, si le service public hospitalier fonctionnait comme un vrai service public, il ne pourrait tout simplement pas exister. Et ça a des conséquences graves, puisque quand il y a déficit, on manque de thunes pour investir. Les hôpitaux n'investissent quasiment plus dans du nouveau matériel, ou dans des nouveaux bâtiments, rien que dans la réfection d'anciens bâtiments. Ils n'en ont plus les moyens. Et le service se dégrade. On dirait que la casse de l'hôpital est programmée que ça m'étonnerait pas. One of the ways is defunding it. You want to destroy some system, first defund it. Then it won't work, people will be angry, they want something else. That's a standard technique for privatizing some system. Enfin, et comme partout ailleurs lorsque ce type de gestion est appliqué, ça accroît la souffrance au travail. La recherche de rentabilité, ça passe aussi par la maîtrise des frais de fonctionnement, comme on dit quand on veut pas dire réduction du personnel. Et les soignants se retrouvent à répartir de plus en plus de boulot sur de moins en moins de personnel. Le personnel soignant, justement, parlons-en. Si le personnel des hôpitaux était déjà malmené et épuisé avant la crise du Covid, depuis 1 an, si l'on en croit de nombreux articles de presse, les nombreuses prises de parole de soignants, c'est pire que tout. Si auparavant les soignants tenaient bon, pour beaucoup d'entre eux, la crise du Covid semble avoir été la crise de trop. La Fédération hospitalière de France, c'est une association qui réunit la plupart des établissements publics, médicaux et médico-sociaux du pays. La Fédération hospitalière de France, donc, a mené une enquête auprès de 300 établissements et a recensé plus de 12 000 départs d'infirmiers et d'aides-soignants, incluant les départs à la retraite et les démissions, 2000 postes restant vacants fin 2020. Cette enquête a été menée sur un échantillon de 300 établissements. C'est donc pas exhaustif. Ça représente un établissement public sur 5, à peu près. Donc si on fait une règle de 3, on peut estimer à 60 000 le nombre d'infirmiers et d'aides-soignants qui ont quitté le métier en 2020, et à 10 000 le nombre de postes vacants. La CGT avance même un chiffre bien plus haut, 34 000 postes vacants. Ces derniers nombres incluent les soignants qui ont contracté le Covid, qui sont en arrêt pour surménage, fatigue, etc. Et des témoignages de démission en masse affluent. À l'hôpital Bichat à Paris, au CHU de Nancy, et même ailleurs en Europe. En Angleterre, 100 000 infirmières envisageraient de quitter le métier. En France, ce serait 1 sur 4, soit 60 000 personnes. C'est fou! Je veux dire, démissionner quand on est fonctionnaire, c'est pas anodin. Pourtant, quand on observe la démographie des personnels hospitaliers, on peut accéder aux données via une grande étude de l'adresse, le lien est en description, on voit que globalement, il y a davantage de personnel chaque année, voire même beaucoup plus. Entre 2003 et 2017, les effectifs à l'hôpital ont augmenté de 14%, passant de 1,2 million de salariés à 1,4 million. Sauf que cette croissance a nettement ralenti depuis 2010. Voire même, en 2017, on a assisté pour la première fois à une diminution du nombre des salariés du secteur hospitalier. De même, c'est l'hospitalisation privée qui a surtout connu les plus fortes augmentations. Depuis 2013, la part du secteur public dans les activités de santé diminue continuellement, même si elle reste plus forte qu'il y a 15 ans. C'est comme si le marché avait dit « ça suffit maintenant, le secteur public, ça suffit, la santé c'est un marché comme un autre, on vous laissera pas maintenir ça en dehors du capitalisme, on va vous bouffer ».
Réveillez-vous les fromages qui puent. C'est fini le temps des colonies où c'est vous qui disiez les programmes. Maintenant, il n'y a qu'un programme pour tout le monde. C'est la loi du marché. Le marché, c'est moi. Les effectifs dans les établissements privés ont en effet bondi de 20% en 15 ans. Donc, si les effectifs augmentent, pourquoi les soignants se plaignent-ils de sous-effectifs? Est-ce que ce serait que des feignants et des incapables? 4 pistes pour comprendre. Premièrement, les hausses d'effectifs vont concerner les activités pour lesquelles la T2A est favorable. Les urgences, la réanimation, les services qui s'occupent des patients dits peu rentables bénéficient moins de ces hausses d'effectifs. On va pas embaucher des gens pour des activités qui ne rapportent pas, et puis quoi encore. Deuxièmement, si les hôpitaux sont saturés, c'est qu'il y a une hausse de la demande de soins. Nous sommes plus nombreux qu'il y a 15 ans, avec une population plus âgée qu'il y a 15 ans, donc qui est plus fragile, plus difficile à prendre en charge. Et en 15 ans, nos modes de vie ont changé, et ça induit des pathologies chroniques plus répandues dans la population et qu'il faut traiter en masse. On pense à l'obésité, au diabète, etc. De même, on a un afflux de patients dans les services d'urgence à certains moments, car les médecins de garde n'existent quasiment plus dans certains territoires. Passé une certaine heure, pas le choix. En cas de pépin, c'est les urgences. Et les urgences, ça fait partie de ces missions d'intérêt général qui ne sont pas prises en compte dans la T2A, et qui font l'objet d'une maigre enveloppe donnée par l'État, parce qu'on ne peut tout de même pas laisser mourir les gens. Et enfin, la hausse du nombre de soignants dans les hôpitaux n'est pas homogène partout en France. Vous connaissez sûrement la problématique des déserts médicaux. Eh bien, ça touche aussi l'hôpital, et pas seulement la médecine de ville. Tout ça fait que leur situation est de plus en plus intenable. La situation de l'hôpital public est catastrophique. Entre la dette artificiellement créée qui les empêche d'investir et de fonctionner normalement, les errements d'un mode de rémunération calqué sur celui des entreprises capitalistes, pensé dans le seul but de faire des économies mais qui produit l'exact contraire, la pression exercée sur les salariés qui nous soignent souvent, qui nous sauvent la vie parfois, il va falloir tout revoir, de fond en comble, si on veut garder ce trésor national qu'est l'hôpital. Et plus largement tout notre système social d'ailleurs, tellement porteur de progrès, et tellement attaqué de toutes parts depuis des décennies. La sécurité sociale a été créée en 1945. Dès 1948, le général de Gaulle disait que ça coûtait trop cher et qu'il fallait réduire les dépenses sociales. Ça date pas d'aujourd'hui, hein. La Sécu était à peine instituée que les réactionnaires disaient déjà que ça coûtait trop cher. Le discours des droitards de tous horizons ne date pas d'hier, il n'a rien de neuf. Ça fait 70 ans qu'ils nous le sortent en boucle. Il serait peut-être temps de changer de disque, les gars. Ce sont les préceptes de la gestion capitaliste qui sont les causes de l'état de l'hôpital aujourd'hui. S'il fallait rappeler à certains à quel point l'hôpital est précieux, la crise du Covid a été là pour le faire. Le capitalisme ne peut pas produire de structures résilientes, résistantes. Il n'est pas fait pour ça. Son truc à lui, c'est la destruction créatrice de Schumpeter, c'est la conquête de nouveaux marchés, c'est la prédation, c'est le court terme. Mais l'hôpital, c'est justement l'inverse. C'est la persistance, la stabilité. On doit toujours pouvoir compter sur lui. Ce sont des besoins de long terme, et il doit être protégé des prédations de l'esprit du capitalisme. Alors comment faire pour le protéger ? Applaudir aux fenêtres à 20h, c'était gentil. Mais ça ne pouvait pas suffire, tout le monde s'en doutait plus ou moins. Attendre qu'un gouvernement tel que ceux qu'on a connus depuis des décennies prenne des vraies mesures pour l'hôpital, c'est attendre le Père Noël, on est beaucoup à le pressentir. Mais alors que faire ? Applaudir aux fenêtres, c'était bien, et on attendait tous la suite. Comment Macron allait améliorer les conditions de travail de ceux qui avaient été élevés au rang de héros de la République ? Pas d'amélioration en vue, juste une récompense, une médaille en chocolat, merci hein, et gardez le cap surtout. Pour les hausses de budget, les recrutements de personnel ? Non, circulez, il n'y aura rien à voir. Si on veut garder notre système de santé, il va d'abord falloir arrêter de porter au pouvoir des gens qui ne cherchent qu'à le saccager. Ce sera une manière de soutenir les soignants sans trop se fatiguer. Aux prochaines élections, pour ceux qui votent, aucun bulletin de vote pour un capitaliste, aucun bulletin de vote pour un programme qui ne défendrait pas vraiment l'hôpital et la sécu. Et pour ceux qui ont envie de mouiller davantage la chemise, pour ceux qui voudraient en découdre, le mouvement social vous tend les bras. Il existe encore, hein. Il est parfois moins visible, mais il renaît toujours. Il est quasiment certain qu'à côté de chez vous, des soignants, des syndicalistes, des personnes mobilisées défendent l'hôpital public, et plus largement, luttent contre les coups de boutoir de l'idéologie néolibérale. Faire ça, ça pourra nous rendre dignes des soignants. Ça pourra aider à la défendre un peu plus concrètement. On ne sait pas dans quel état les soignants sortiront de la crise du Covid. On ne sait pas s'ils perdront ces stigmates sur leur visage, des heures passées, masquées, épuisées, à gérer la pénurie. On peut faire en sorte, chacun avec nos moyens, d'essayer d'améliorer leur vie au travail, pour leur bien, et pour notre bien à tous. À la prochaine fois.